t'en tourne pas, sois discret, j'ai entendu des bruits. Ouais, là. Où ça? Du calme. Je vois rien! C'est le jardin des bêtes. Quoi? Ou c'est la 200e. La quoi? Qu'est-ce qu'il dit? C'est la 200e du jardin des bêtes. Chouette! Bonjour, eh oui, c'est notre 200e émission, déjà 200, ça fait beaucoup, et ça fait très peu en même temps. Et nous avons reçu beaucoup d'animaux chez nous, des animaux domestiques divers, et aujourd'hui nous avons voulu aller vers des animaux que nous ne pouvons jamais avoir dans notre jardin normand. Alors nous sommes arrivés ici, nous sommes à Peaugres, c'est un parc zoologique, un parc de vision, il y a plein d'éléphants, de girafes, de fauves, et nous allons les voir en compagnie de Claude Bargue et tout à l'heure de Paul de la Panouse. Claude Bargue, vous êtes le directeur, une idée un peu saugrenue de faire un parc comme ça dans le nord de l'Ardèche, dans le Vivarais? Non, c'est une idée qui n'est pas saugrenue du tout, puisque d'abord c'est un parc qui est très proche des grandes localités du Rhône-Alpes telles que Lyon, Grenoble, Saint-Étienne et Valence. Et c'est un parc qui a été fait pour répondre à un souci du département qui voulait pallier au déséquilibre touristique que connaissait cette région vis-à-vis du sud de l'Ardèche. Alors, ce que nous pouvons dire en tout cas, c'est qu'ici nous sommes dans le respect total de l'animal. Ce n'est pas le visiteur qui est roi, c'est l'animal, et c'est bien sûr pour ça que nous avons choisi ce cadre pour notre 200e. Alors une 200e, c'est des tas de souvenirs. C'est le souvenir d'il y a donc 2 ans et demi, 3 ans. Nous étions alors en studio. Eh oui, rappelez-vous, un best-of. Bon Petra. Oui, je suis en train de mélanger toutes mes fiches là. Oui, d'accord. Qu'est-ce que tu as eu pour Noël toi? Ouf, Ouais. si tu savais. Plein de Et toi, choses. mais toi, j'ai Moi j'ai une belle montre. chose. Oui. Ah, t'as vu ma montre? En attendant, Oh là là, regarde dis donc, là la montre parce que ça d'accord, on y va, on brouillé. y va. Vas-y. On y va. Allez. Cessez, s'il vous plaît, de mettre vos poissons dans des bocals. Alors ça, c'est Oula. une galerie, vous la cassez pas? Alors, oui, une initiative originale. Peut-être. Et alors, pourquoi chacun devrait-il aimer ce qui est bien, ou plutôt considéré comme normal? Alors Eh Alors bien, quoi? justement, je vais vous Alors dire. vous vous mettez à présenter les découverte- chiens maintenant. Absolument. C'est nouveau, ça. Oui, et je Ça vient de présente les chiens sortir. avec Sandrine. Mais alors moi, je présente des petits diables aujourd'hui. Sa maîtresse se plaint que les dents sont petites. Elle demande si le calcium va faire quelque chose à 3 ans. Je lui dis non, c'est une anomalie de ce chien. Probablement, il vit très bien, il est heureux, il est merveilleux. Oui. Elle continue à lui C'est passer les peut-être- trucs à la moulinette, les aliments à la moulinette. Qui se fait accéder par vos conseils ou ceux d'Alain Lambert. Voilà, par exemple. Je ne suis pas d'accord avec vous en disant les chats, c'est formidable, les chats qui parlent. À quand les chiens qui ont des mains? À quand les chiens qui ont des mains? Dans le sens du poil. Ah oui, oh oui. Hein? Pas Quel là, poil là. Dans le sens du poil. Voilà ce que j'ai à dire aujourd'hui. Qu'est-ce que vous lui avez donné en coulisses? Il était chez nous aujourd'hui, Alain Lambert. On se dépêche de passer à la séquence suivante. Voilà, ça, ce sont des petits jouets pour savoir si vous êtes vraiment dessoulé en lendemain de fête et de réveillon. J'y arrive Non, pas, non, j'y arrive si, pas, si, j'arrive si, pas. si, je m'énerve. je suis sûre que vous pouvez le faire. C'est moi qui bois, c'est lui qui est mort, peut-être était-ce par osmose. Je me suis dit qu'il fallait élever le débat. Donc nous allons élever le débat dans l'art. Mais alors, surtout, on va commencer avec un art un petit peu original. Savez-vous pourquoi, Pierre, les cerfs préfèrent s'accoupler en automne? Eh ben, vous ne savez pas, hein? Non. Et ben, moi, je vais vous dire, c'est parce qu'ils ont trop chaud pour faire ça l'été. Alors, absolument, mais c'est vrai en plus. Et la N'importe chaleur. quoi. Mais si! Alors, je pense que heureusement que chez nous, les humains, c'est pas pareil, parce que sinon, on passerait pas des vacances extraordinaires. Oui, et Voilà. les hivers seraient rudes. Eh oui, c'était l'ancienne formule, mais je suis là parce que je dois maintenant vous présenter le maître de séance, Paul de la Panouse. Bonjour, merci de nous accueillir. Nous avons vu Claude tout à l'heure. Mais Paul, il faut bien le dire, c'est l'inventeur de ces parcs en liberté, de ces safari parks. Ça a commencé avec Thoiry. Thoiry, oui, 28 ans. 28 ans, et maintenant nous nous retrouvons après Sigean à Peaugres, un parc en pleine Ardèche. C'est pas un peu une gageure de mettre un parc comme ça dans un climat un petit peu... Aujourd'hui, on ne sait pas s'il va pleuvoir, s'il va faire beau.
Les animaux ont des maisons chauffées où ils rentrent et sortent comme ils veulent. Et les girafes ont des maisons avec 8 mètres sous plafond. Les éléphants ont une maison qui est un sacré pavillon de banlieue. Ouais. Et puis, beaucoup d'animaux, les tigres par exemple, il faut les sécher. Ils n'aiment pas l'humidité froide, mais ils supportent très bien les températures très basses. Le tigre de Sibérie descend à moins 40. Alors, Marie-Laure est en train de nourrir des girafes, ça va pour vous? Ça vous intéresse qu'on raconte? Non, Si, j'écoute. Ah bon, d'accord, elles sont parties, mais elles sont pas loin. Alors, ces girafes, elles sont là depuis longtemps. Qu'est-ce que c'est d'abord comme espèce de girafe? Ce sont des Rothschild, celles-là. C'est des Rothschild. C'est rare? Les girafes sont toutes rares maintenant, et les Rothschild le sont comme les autres, c'est-à-dire que dans leur pays d'origine, elles sont très menacées. Et alors, vous avez, celles-là, elles sont venues, elles sont arrivées à Paris d'abord, je crois. Alors, elles viennent d'Afrique du Sud. Oui. Et elles ont pris l'avion dans des conditions qui n'étaient pas évidentes. Et Parce je vous arrête qu'on tout de était, suite, Paul. Oui, ah bon? Pourquoi? Parce que nous avons retrouvé Non. les images de l'arrivée de ces girafes à Roissy. Non. Et on vous les montre. Regardez. Oh. Alors voilà, elles arrivent donc elles sortent d'un cargo, d'un Oui. énorme Boeing cargo, c'est ça? Et puis on les voit, là, elles vont être déchargées. Et ça voyage comment? Alors, elles arrivaient directement, celles-là, de... Elles venaient d'Afrique du Sud, des provinces du Natal, en fait, Oui, exactement. Et elles avaient fait une quarantaine là-bas, très longue et très compliquée, Ouais. pour être sûr qu'elles n'amènent pas des moustiques, des virus ou des bactéries, des tas de choses qui seraient dangereux pour les vaches de l'Ardèche. Ouais, alors, et toute la presse est là dans cette émission, dans cette retransmission de l'arrivée des girafes. On voit Il les y photographes. avait des gens des parcs nationaux qui voyageaient avec elles. Ils avaient sélectionné des animaux qui étaient particulièrement calmes, parce que ça s'affole pour un rien, une girafe. Là. On est tout près de leur Ah oui, territoire. elles se demandent vraiment hein, si ça va. Parce qu'il n'y a pas grand-chose là-dedans, en fait. Dans la tête, il n'y a Non, pas grand-chose. Parce que quand elle baisse la tête, elle devrait avoir le cerveau qui éclate sous la pression du sang. Ouais. Et quand elle lève la tête, elle devrait avoir le cerveau qui se vide sous la pression du sang. Parce que c'est l'histoire du tonneau de Pascal. Et ils ont un système. Ils ont des valvules qui bloquent le sang plus ou moins en serrant les artères et les veines. Et dans le cerveau, qui est déjà pas très grand, la moitié est prise par une espèce d'éponge qui s'imbibe plus ou moins de sang pour protéger le reste. Ça en fait des choses. Ça. Bon, j'espère qu'on va avoir plein de surprises comme ça. On va continuer la visite du parc. En attendant, eh bien, on va quand même voir l'émission telle qu'elle est maintenant depuis septembre 94. Naufle-Saint-Martin, un petit village de campagne paisible de l'Oise. Et pourtant, en ce 10 septembre 1994, une des plus grandes pages de son histoire de cette fin de siècle va s'écrire. Jugez plutôt. Bonjour. C'est un gag, ça, des cochons. Des cochons du Vietnam. Ça, c'est une plaisanterie. C'est petit. Ah, attends, je vois Elliot, là. Ces vieux engins avec le brouillard, ça démarre jamais. Oh non, je rêve, là. Et alors? Je suis pas trop ridicule à ma boîte, ça va? Vous faites travailler dans la brouette, quoi. Voulez-vous sortir de votre Oui, je brouette? sors, je Alors, sors. Marie-Laure. Allô? Oui, Pierre? Je suis complètement perdu, là. Ça n'amuse vraiment que les chiens, hein. Fréquente que les rings, je reparler du caractère de ce petit chat. Quelle est l'origine de ce chat? Telle serait l'origine du chat bien. Animoralité, animoralité. Animoralité, animoralité. Plus je tire dans ce sens-là, plus il va aller vers là-bas. D'accord? Et puis il y a encore une catégorie de règles. On ne se fâche jamais quand le chien vient dans cet espace-là. Je suis tombé, alors je suis tombé.
Excusez-moi, il y a plein de trucs. Allez, le reportage. Ça va aller mieux. Alors on le prend et voilà. Ouais. Oui, et je sais que cette nouvelle formule a eu l'heure de vous plaire. Mais dans cette nouvelle formule, nous avons aussi des vétérinaires, 2 vétérinaires qui partent à travers le monde. Ce sont Isabelle et Jean-François, ils sont sur leur moto et ils vont à la recherche des espèces menacées pour nous ramener des films avec une petite caméra H8 dont nous allons voir un petit condensé. Et puis après, Marie-Laure, nous pendant ce temps-là, on va aller rejoindre la vétérinaire du parc qui s'appelle Christelle Vito. Christelle Vito, la Plein de vétérinaire choses à du nous parc, apprendre. tout de suite après ces images. C'est dans la forêt malgache que nous suivons aujourd'hui Isabelle et Jean-François, partis à la découverte du plus grand lémurien, l'Indri. Aujourd'hui, c'est en ballon qu'on a décidé d'aller voir les animaux du parc de Masai Mara. La moto étant interdite, on a trouvé que le moyen le plus original, c'était peut-être celui-là. Donc on va essayer de vous montrer ce qu'on a vu de cette nacelle. Esto es lo que hacemos aquí. Ya se planean. ¿Van a querer ver otra cosa o...? Eh bien, je vais vous présenter quelqu'un qui représente le rêve de beaucoup d'enfants, si j'en crois mon expérience et le courrier que nous recevons. C'est Christelle. Christelle est vétérinaire de parc zoologique. Et oui, ça existe. Et là, nous sommes parmi ces petits pensionnaires qui sont les lémuriens. Christelle, on fait le même métier, mais pas tout à fait quand même. Alors, comment est-ce qu'on devient vétérinaire comme ça d'un parc Je dirais que c'est à force de persévérance, surtout parce qu'il n'y a pas, il n'y a pas de recette, parce qu'il n'y a pas de formation pour faire ça, hormis une formation de vétérinaire au départ. Et après, c'est beaucoup de bénévolat, c'est s'intéresser à ça depuis le début, y passer du temps et puis être motivé, quoi. Et alors, c'est tous azimuts. Tous les animaux passent entre vos mains expertes dès qu'il y a un petit problème. C'est tous les animaux et c'est pas que les animaux non plus. C'est ce que les gens ne savent pas bien en général. C'est-à-dire qu'il y a une grosse partie du travail de vétérinaire en parc zoologique qui n'est pas du soin. Il y a beaucoup de prophylaxie, donc éviter que les maladies arrivent en fait. Ça, oui. Donc des vaccinations, penser à vermifuger régulièrement. Et puis il y a une grosse partie d'un métier un peu particulier, qui est ce que les anglo-saxons appellent le curator. Et en fait, un curator, on pourrait définir ça en français comme un gestionnaire de collection, c'est-à-dire gestionnaire d'animaux. C'est-à-dire savoir quels sont les animaux qu'on va coupler avec tel et tel autre, quel animal va aller dans tel parc. C'est ça, un plan de développement. Voilà, participer au programme d'élevage, toutes ces choses-là. Donc des relations avec l'ensemble des autres pays qui sont dans le programme d'élevage. Et tout ça, c'est un peu de paperasserie qui ne vient pas forcément à l'idée des gens au départ, en fait. Oui, mais enfin, c'est quand même, je pense que paperasserie, si on met ça entre guillemets, entre guillemets, oui. Il y a quand même Marie-Laure, je pense que même la paperasserie, elle aimerait la faire. Ça passe. Bien alors là, on est en train de nourrir les lémuriens, les maquis. Ce sont des petits préférés ou bien vous aimez tous les animaux ou bien vous aimez soigner plus d'animaux, plus certains animaux que d'autres? Non, c'est un petit peu des préférés parce qu'ils sont faciles d'approche et qu'on peut, sans aller jusqu'à les toucher ou les caresser, on peut au moins les approcher à distance de portée de main. J'ai pas une espèce préférée, j'ai plusieurs animaux que j'aime bien. Quelquefois, c'est
un animal d'une espèce donnée parce que j'ai eu l'occasion de m'en occuper, parce qu'il a été malade et que j'ai dû faire des soins, donc j'ai eu des contacts un peu plus proches. Mais dans l'ensemble, ils bénéficient tous de la même qualité de soins. Ça vous est pas arrivé, par exemple, de sauver un jeune animal, un bébé, et puis de le mener jusqu'à l'âge adulte, et puis là, d'avoir quand même le grand coup de cœur? Disons que de toute façon, je ne suis pas pour l'imprégnation des animaux. Il faut faire extrêmement attention avec ce genre de choses, parce qu'en fait, si on commence à justement élever des animaux comme ça au biberon, après, on a des animaux qui sont d'une certaine façon qui sont vraiment débilités, qui sont très difficiles à réintroduire dans un groupe. Ah oui, c'est Donc ça. il faut au contraire toujours justement faire attention à ne pas en faire des petits chiens ou des petits chats. C'est absolument pas des animaux domestiques, ça doit rester des animaux sauvages. Effectivement, là, il y a deux groupes de lémuriens différents les uns des autres. Il y a deux familles, on pourrait dire. Là, il y a c'est-à-dire que le groupe, l'espace est quand même très très large, donc le groupe a pu s'éclater en deux familles complètement différentes, et chacune s'est préservé un domaine à l'intérieur de l'enclos. Donc là, on a une première famille qui habite ici, et il y a une deuxième famille qui habite un peu plus loin derrière. Et il n'y a pas de conflit, mais chacun garde bien son territoire. Bien, ben voilà donc une jeune femme qui a réalisé son rêve, être vétérinaire de parc, et c'est un rêve de beaucoup, je l'ai dit tout à l'heure. Mais nous avons une absente aujourd'hui, c'est Sandrine, parce qu'elle est en train d'accoucher un petit chien pas très loin d'ici. Mais Sandrine, c'est une folle d'animaux, et comme on ne pouvait pas faire d'émission sans Sandrine, eh bien nous vous la présentons en images. Sip a glass of cold champagne wine. The rug that we lie on feels divine. And there's no happily, Claude, nous sommes donc là dans l'enclos des lions. Qu'est-ce qu'on est en train de faire là? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Bien, pour l'instant, on est en train de procéder au lâcher des lions, ouais. Puisque chaque soir nous les rentrons, ne serait-ce que par mesure de sécurité pour leur permettre de dîner. Donc on est en train de les lâcher, puisque c'est l'ouverture du parc, et ils vont prendre possession de leur territoire. Alors donc, ils y vont facilement, parce que je vois qu'on les pousse un peu, là, ils ont l'air un peu feignants ce matin. Ils sont toujours légèrement, le lion est l'animal certainement le plus fainéant qui existe sur Terre. C'est certain que c'est le plus fainéant. C'est pourquoi on l'appelle le roi de la jungle, puisque ce sont les femelles qui chassent pour lui. Oui. Non, mais ils attendent le gros de la harde qui va arriver, ils attendent les tout petits, et ils vont tranquillement, sans se presser, ils vont s'installer pour la journée. Le lion, dans un parc zoologique, c'est pas tellement un animal à problème. Le lion n'est pas un animal à problème. Peut-être qu'à Pogre, on a un peu plus de problèmes, car on est le seul parc, en tout cas en France, en Europe et peut-être dans le monde entier, à présenter la harde de lion telle qu'on peut la voir en Afrique, avec des lions adultes, des femelles adultes, des juvéniles et des bébés. Alors ça se reproduit très bien justement le lion. Hein. Le lion est un animal qui se reproduit très bien en captivité dans tous les parcs zoologiques du monde entier. Si bien que dans beaucoup de cas, on est obligé d'avoir ne serait-ce un planning familial et de
contrôler les naissances pour ne pas être submergé. Alors le visiteur, comment il réagit devant les lions? Il veut les voir, il les cherche, comme on les cherche en Afrique par exemple, quand on se promène, tout le monde va chercher les lions, on va savoir où ils sont. Là, à Pogre, je dirais, le visiteur va pas trop les chercher parce que l'espace est plus restreint automatiquement et qu'ils sont toujours relativement bien visibles du public. Seulement, il y a toujours entre le visiteur et les lions la barrière de la voiture. Oui, c'est évident. Donc c'est un animal qui reste dangereux, même à Pogre, même dans son espace semi-civilisé. Absolument, le lion, même un lion apprivoisé, même un lion né en captivité depuis des générations, reste toujours un animal sauvage. Alors tous ces lions que vous avez là, ils viennent d'où? Tous ces lions, au départ, nous sommes partis avec un petit groupe de lions qui provenaient du parc de Thoiry. Et nous avons développé des naissances pour pouvoir avoir un groupe homogène. Et alors maintenant, le problème que nous avons depuis quelques années, c'est que nous n'hésitons pas à faire couvrir nos femelles par un mâle de l'extérieur pour éviter les problèmes de consanguinité. Alors vous faites des échanges de lions comme ça entre parcs? On fait des échanges ou alors on transporte, on reçoit un mâle, le temps des chaleurs d'une lionne, ou c'est notre lionne que nous emmenons aussi. Mais on avait dit à un certain moment qu'il y avait énormément de lionceaux disponibles dans certains parcs, notamment j'avais entendu parler d'histoires de parcs de Marseille qui se débarrassaient de lions en excédent. Ce sont des choses qui arrivent souvent, ça, ou pas? Ce sont des choses qui arrivent, on est là, les parcs zoologiques qui continuent d'exister sont là pour récupérer, quand un parc est appelé à fermer, pour récupérer des animaux et essayer de leur permettre de terminer leur vie quand même. Ouais. Alors, les lions ici vivent. À Thoiry, vous avez quelque chose de très intéressant. Vous avez un parc pour les vieux lions. À Thoiry, il y a une maison, on a une maison de retraite. Pour des lions d'ici qui peuvent aller à Thoiry. Éventuellement, on pourra mettre des lions de Pogre. Bien, alors écoutez, on va continuer de contempler nos lions, puis on va rouler dans notre voiture bien fermée pour pas avoir de gros problèmes, parce qu'il y a Paul de la Panouse qui nous attend avec Marie-Laure, et nous allons parler de choses qui lui tiennent à cœur, c'est les félins tachetés, et on va se rendre tout de suite aux guépards et aux tigres. Ah, Claude! Alors, après les lions, tout à fait normal de se retrouver avec d'autres félins, dont certains sont absolument superbes et rares, hein, notamment la panthère des neiges qui vient des... D'où vient-elle déjà celle-là? Panthère des neiges, c'est le Tibet, Népal, excessivement rare en parc zoologique ainsi qu'en France. Rarissime. Alors d'un côté maintenant de ce petit pont, les loups superbes, les loups en pleine forme, hein. Oui. Pas assez peureux quand même, ils ne font pas craintifs. très peur. Et puis alors là, nous arrivons devant le parc des guépards, et là nous y retrouvons le roi des guépards, c'est-à-dire Paul de la Panouse. Je dis roi des guépards parce que il y a une opération qui vous tient particulièrement à cœur, Paul, sur ces félins tachetés, sur ces guépards. Qui tient surtout plus à cœur encore à Christelle Vito, parce qu'elle s'en occupe d'une manière quotidienne, c'est la reproduction des guépards par insémination artificielle. Pogre fait partie du programme Guépard. Le programme Guépard, c'est quoi le programme Guépard? Eh bien, il y a quelques parcs zoologiques en France, dont Sigean, le parc de Paris, qui font partie du programme Guépard, c'est-à-dire que nous essayons dans ces parcs de reproduire les guépards, de trouver le moyen de les reproduire d'une manière répétée. Et avec une sélection, je pense, absolument... Mais c'est très difficile parce qu'en Afrique, s'il n'y avait pas d'hommes, s'il n'y avait rien, dans l'évolution, les guépards est le premier qui va disparaître. Il y a une telle adaptation au milieu, il faut tellement de conditions pour que ça marche, pour qu'ils puissent se nourrir, pour qu'ils puissent se reproduire. Les lycaons sont beaucoup plus adroits et évolutifs que les guépards, et que vraiment, il y a un problème guépard, et non seulement du fait qu'ils disparaissent en Afrique à cause du braconnage, et parce qu'ils n'ont plus rien à manger, mais aussi parce que c'est une espèce qui peut être arrivée un peu au bout du rouleau. Ouais. Donc il faut l'aider à se maintenir. Alors, Paul, on a une petite surprise. On sait que vous avez été les premiers à faire de l'insémination artificielle sur les guépards. Eh bien, en fouillant dans les archives de France 3, on a retrouvé votre première expérience. Tout de suite, insémination artificielle chez le guépard.
Le guépard, ce félin à robe tachetée de noir sur fond fauve clair, est une espèce en voie de disparition aussi bien en Somalie qu'en Namibie. La réserve africaine de Sijan possède une dizaine de ces fauves, 6 femelles et 4 mâles, qui ont pour nom Naya, Amour et Dupont, l'un des plus jeunes, né en juillet 88 en captivité, un fait rarissime. Selon des études scientifiques américaines récentes, le sperme des mâles est peu fertile et les accouplements rares. C'est pourquoi le parc de Sijan s'est associé à un groupe de recherche qui comprend également le zoo lunaire de Montpellier, le but de l'opération étant d'augmenter les chances de réussite de reproduction par l'insémination artificielle. Les docteurs François Hugues du parc zoologique de Vincennes et Jean-Marie Péricard de la réserve africaine ont tout d'abord effectué un prélèvement de sperme selon une méthode couramment utilisée sur les bovins, mais une première sur les guépards. C'est le premier stade, c'est-à-dire la récolte du sperme sur les mâles par électroéjaculation. Et nous avons fait donc des prélèvements sur 4 individus que nous avons ici à la réserve africaine. Et nous avons inséminé 2 femelles, l'une par voie chirurgicale et l'autre par voie naturelle, comme maintenant. 2 guépards femelles inséminés à Sijan, 2 autres en fin d'après-midi au parc Lunaret à Montpellier. Les différentes phases se sont déroulées normalement, mais il faudra attendre 90 à 95 jours pour savoir si ces opérations ont réussi, les femelles guépards pouvant avoir de 2 à 5 petits. Marie-Laure, fascinée par les tigres, hein. C'est merveilleux de pouvoir les regarder comme ça. Hein. Les yeux dans les yeux, parce que les yeux des félins nous fascinent, parce qu'ils ont la pupille de l'œil dilatée et que c'est un signe sexuel inconscient chez l'homme. Ah, vous nous direz tout. Allez, on les nourrit maintenant pour voir un peu. Allez, vous leur donnez à manger. Allez-y. Qu'est-ce qu'ils mangent, vos tigres, là? Attention, salade. Alors, pas des salades, hein, pour... Non, c'est pas de la salade, non. Oh là là, puis ils s'en vont les manger tout au fond, là. Allez, on lance. Allez, Marie-Laure. Allez, voilà, c'est bien ça. Il reste l'huile. Voilà, et il y en a un autre, le dernier, elle va avoir à manger. Et pendant ce temps-là, nous allons rejoindre notre ami Jacques Perrotte, lequel Jacques Perrotte, lui, n'est pas avec des tigres, mais avec des ours. Et ils sont pas en plus, là, vous allez voir. Ben oui Pierre, après les félins, les ours, nous sommes dans le parc à ours avec Camille Forel qui est responsable de ce parc animalier. Vous êtes arrivé en même temps que les ours il y a 20 ans, d'où une grande passion pour cet animal, l'ours. Oui, je suis arrivé avec les ours et quand les ours sont arrivés, on a lâché 30 ours dans le parc et il fallait les connaître, personne ne les connaissait. Donc il a fallu que je passe du temps, beaucoup de temps pour les connaître parce qu'il n'y a rien qui ressemble tant à un ours qu'à un autre ours. Donc pour les connaître, et j'ai dû leur mettre des noms, j'ai passé beaucoup de temps avec eux et maintenant je pense les connaître, ça fait 20 ans. Et vraiment j'ai une grosse passion pour eux. Vous les avez donnés, vous leur avez donné des noms et vous les aimez plus que tout. On a l'impression que l'ours est un animal primaire, alors ça va vous faire réagir j'imagine. Ah ouais, c'est pas possible. Hein. Moi quand je suis arrivé justement il y a 20 ans, je connaissais l'ours comme ça. Et en fait l'ours est un animal très intelligent. Il a développé sa mémoire, la mémoire des lieux, il a développé la mémoire du temps, parce que lui il passe sa journée à manger. Alors il sait qu'à tel moment, par exemple, il y a des framboises à tel endroit, et c'est très important pour lui avec des générations, il a dû développer sa mémoire. Et comme l'ours est un animal indépendant, il vit tout seul, il n'a pas développé son intelligence en groupe, comme par exemple les loups. Il a vraiment de la mémoire. Et comment vous leur donnez à manger? Alors comment ça se passe? Alors ici sur le parc, ils mangent, disons que c'est nous qui les nourrissons, puisque le parc fait seulement 30 hectares, c'est déjà pas mal pour un parc. Ouais. Et donc on les nourrit 3 fois par jour, le matin, le midi et le soir. Et on les nourrit de la voiture, on leur donne des pommes, enfin tout le temps. Peu de viande en fait. Peu de viande, on leur donne 1 fois par semaine du poisson. Du poisson parce qu'il faut leur apporter un peu de protéines animales. Quoi. Derrière, il y a les bisons qui nous ont rejoints aussi. Ils sont contents d'avoir un petit peu à manger en même temps que les ours. Alors là, il y a un peu de bagarre entre les ours et les bisons. C'est pour la nourriture. Parce que derrière, ce sont des bisons d'Amérique. Les ours que nous avons sur le parc sont des ours d'Amérique. Donc M. le vicomte de la Panouse avait fait ce parc pour faire vivre des ours et des bisons. Et c'était une excellente idée puisque ça se passe bien. Qu'est-ce qui vous fait à ce point-là aimer les ours? Et moi, ce qui me fait les aimer, c'est parce que d'abord, ce qui me met surtout en colère, c'est qu'ils sont très méconnus. Ils sont souvent très mal présentés. Moi, je les connais, tous les ours qui sont sur le parc, je les connais de caractère. Il n'y en a pas un qui a le même caractère. Et puis voilà. Il faut apprendre à les connaître et les respecter et à ne pas les considérer comme des nounours. Et puis les ours sont des animaux qui ne sont pas des animaux de contact. Donc on les respecte, mais on ne va pas les aimer en les caressant. Ça, c'est pas possible de caresser un ours, de toute façon, il ne l'apprécie pas. Et surtout, le geste de caresser
d'avancer la main, pour lui c'est un geste agressif, donc il va tout de suite vous mordre. Donc faites attention quand vous êtes dans les voitures, restez bien à l'intérieur de ces voitures quand vous venez dans le parc de Pau. On retrouve tout de suite Anne avec des rayures, vous allez comprendre. Bonjour à tous, eh bien oui Jacques, les rayures elles sont juste derrière moi puisque nous sommes ici chez un cousin du cheval, c'est le zèbre. Alors une question Claude, le zèbre est un équidé et pourtant personne n'a pensé à le monter, à le domestiquer, comment ça se fait? C'est exact. D'abord, on ne sait pas si le zèbre ressemble à un âne ou un cheval. Je pense que cette question du dressage provient surtout certainement des Africains qui n'ont pas eu l'idée d'utiliser le zèbre comme bête de travail. On a le même parallèle, si vous voulez, entre l'éléphant d'Asie et l'éléphant d'Afrique. À l'heure actuelle, certaines personnes commencent à faire du dressage de zèbre. C'est assez laborieux, c'est assez difficile, mais peut-être que l'imprégnation venant, cet animal pourra être utilisé ultérieurement. D'accord, en tout cas le cheval, lui, il est domestiqué depuis des siècles. Il y a des gens qui travaillent avec lui, qui font des choses absolument somptueuses. Je vous propose immédiatement un remontage des meilleures séquences de la rubrique Avored. Bonjour à tous, bonjour à tous, bonjour à tous, bonjour à tous, bonjour à tous. Regardez de quoi ils sont capables. Ma première jument, c'est Gazelle. J'avais 10 ans quand je l'ai eue et elle adore me prendre dans ses bras. Oh là. Voilà. Oh là. Oh, oh là. Voilà. Petit ange. Oh là, ça glisse un peu, on va pas être long. Là. Oh là. Oh oh. Pour présenter Gazelle, c'est déjà une jument extraordinaire. Moi, je ne sais pas si un jour je retrouverai. De toute façon, non, je ne retrouverai pas une jument comme Gazelle, puisque chaque cheval a son caractère. Donc, le caractère de Gazelle, je ne le retrouverai jamais. Mais c'est vrai qu'il s'est passé tellement de choses avec cette jument, et c'est grâce à elle si je vis du spectacle à l'heure actuelle. When it lifts me up, I'm gonna find my feet. Out in the middle of a big dance floor, when I hear that fiddle, wanna beg for more. Wanna dance to a band from Louisiana tonight. Yeah, I never have wandered down to New Orleans, never have tripped down a bayou stream. Alors là, on va y aller tout doucement parce que c'est le plus grand cheval de l'écurie. Méchant en plus, c'est épouvantable. Faire très attention, hein. Tout doucement. Où il est? Il se cache au fond pour attaquer. Viens, viens, doucement. N'attaque pas, hein. Viens, viens là, viens, viens. Allez, c'est Tiff, avance. Brave, calme. Là, brave, c'est bien. Là. Il y a des œufs dans la bouche d'un cheval, il ne faut pas les casser. Pour Patrick Lefebvre.
If you wanna dance with me, hey! You guys! Yeah! They try to play the drum band and change the beauty of the melody until it sounds just like a symphony. That's why I go for that rock and roll music any old way you choose it. Les chevaux, c'est tellement différent chaque jour, ce sont des nouvelles découvertes, de nouveaux chevaux et on en apprend tous les jours, c'est vraiment très agréable. Bon, c'est vrai que parfois on est un petit peu fatigué parce que c'est très dur physiquement, mais bon, c'est quand même, il y a beaucoup de compensation, beaucoup de récompenses avec les chevaux. Ah ben ça c'est tout nouveau. C'est parce que j'étais un peu feignant de sceller les chevaux, redesceller, resceller. Alors du coup j'ai enlevé toutes les selles. Et puis un jour en me promenant dans la Camargue avec mes chevaux, j'ai commencé à sauter des morceaux de bois et puis après je me suis investi dans les barres d'obstacles pour me perfectionner. Bon, Marie-Laure, attendez, vous poserez vos questions nombreuses tout à l'heure, elle frémit, elle bout. Là, vous avez une maniaque des singes. Mais je crois que, en tant que fanatique, vous êtes pas mal non plus. Gilbert, donc, Gilbert est le soigneur des singes. Il y a combien de variétés de singes ici? On en a actuellement là, qui sont présentés, on en a, je dirais, 4. Là, derrière vous, vous avez les mandrilles. Bon, vous avez vu les orang-outans, je pense. Oui, les orang-outans, oui. Il y a les petits singes que vous avez pu voir dans la cour de la ferme. Je pense que vous avez pris des vues là-dessus. Et puis il y a les singes qui sont de l'autre côté, où nous on intervient beaucoup moins. Mais nous, notre position, elle est ici. C'est vraiment la position de rêve, quoi. Alors vous êtes complètement, je dirais, pour employer un terme qu'on emploie beaucoup dans les parcs, vous êtes imprégné, vous êtes très imprégné par les singes. Derrière, ce sont des mandrilles, et vous avez des rapports particuliers. Vous étiez le seul à pouvoir rentrer chez les mandrilles. Bah, disons, au départ, le groupe des mandrilles s'est créé tout doucement, donc on a eu le temps de les approcher, de vivre un peu avec eux. On a pris l'habitude de rentrer avec eux pour leur donner à manger. C'est vrai que ça crée pas des sortes de liens, parce que c'est quand même pas non plus... mais ça crée des relations un peu spéciales, un peu privilégiées par rapport aux autres visiteurs. C'est vrai que nous, on peut se permettre de rentrer, de donner à manger, sans trop les perturber. C'est surtout ça aussi. Alors, il y a deux éléments. Il y a de ne pas perturber, puis quand même, ce sont des animaux qui ne sont pas sympas, contrairement à ce qu'on peut croire. C'est pas facile. Ouais, c'est vrai que le mandrill jouit d'une mauvaise réputation. On le dit un peu querelleur, un peu agressif. Mais c'est un animal qui permet au personnel de rentrer à condition de respecter ses règles à lui. Il faut, du moment que vous rentrez dans l'enclos, il faut respecter l'animal. C'est une règle, je dirais, première du bon soigneur, c'est vous rentrez dans un enclos, vous respectez l'animal. Et vous ne pouvez pas faire autre chose. D'ailleurs, vous voulez poser une question. Je crois que j'ai un petit peu la réponse. Il est facile de devenir ami-ami, en fait, un petit peu. Son rêve, ça. C'est son rêve, ça. Sandrine, c'est pareil, il n'est pas là, mais c'est ça. C'est vrai que c'est un rêve de tout le monde de pouvoir approcher les animaux. Il y a des films qui nous ont un peu marqués dans notre jeunesse et tout ça. Et c'est vrai, quand on a la possibilité, moi je suis rentré là, je dirais tout à fait par hasard, je venais là travailler un été pour me faire 3-4 sous pour assurer mes sorties de l'année. Je ne suis jamais reparti, ça fait 18 ans que je suis là et je pense que je ne repartirai plus, quoi. Sans beaucoup à nous, sur nos défauts. Disons que pour arriver à rentrer en contact avec ces animaux, il faut, j'allais dire balancer, il faut vraiment donner un influx personnel. Il faut vraiment vous marquer, il faut vraiment leur donner beaucoup pour en recevoir un tout petit peu en échange. Mais il y a des codes quand même. Il y a certains codes gestuels, il y a des codes, il y a des positions à respecter, c'est-à-dire que bon, il ne faut pas s'interposer entre un mâle et sa femelle préférée. Bon, il faut à l'avance savoir qui est sa femelle préférée. Il faut l'observer. Il faut ne pas s'interposer entre une mère et son petit, parce que le petit peut être pris d'une crise de panique et se mettre à crier. La mère va
automatiquement vous agresser, elle ne cherchera pas à comprendre si vous êtes le soigneur. Elle va Il y a vous un agresser. instinct maternel très profond. Hein. Très profond, il y a un esprit de groupe très profond. C'est pour ça que nous, on dit toujours, quand on discute avec les visiteurs, on n'est pas des dompteurs dans l'âme, on n'est pas là pour faire du spectacle. Donc, si on intervient au niveau des animaux, on les respecte, c'est ce que je disais tout à l'heure, on les respecte au départ. On n'essaye pas de s'imposer, de faire quoi que ce soit parce qu'il y a du monde autour. Ça, c'est très mauvais. Une petite mimique, une gentille et une méchante. Alors, je dirais la mimique la plus gentille, c'est quand, mais moi, j'arrive pas à le faire, je suis pas assez mobile. C'est qu'il va soulever comme ça, il va vous montrer une seule canine. Ça, c'est le sourire sympathique. Ouais. Et le sourire agressif, c'est la gueule grande ouverte, comme il a fait tout à l'heure. Il vous montre les deux canines. Là, c'est de dire attention, je réponds plus de rien. C'est à... Bien, ben on va en rester là pour le moment avec nos singes qui font des grimaces, qui font des bêtises. Mais vous allez voir que chez nous, on en a fait des bêtises aussi. Le bêtisier du Jardin des Bêtes. Enfin, merci de retrouver ta trace sur TF1. Pardon? J'avais pas d'oreillette! Excusez-moi. Tu peux vachement bien. Oui. C'est formidable. Alors, en Pierre, c'est bon. Mon émission s'appelle Le Jardin des Bêtes. Des Bêtes, pardon! Oh, qu'est-ce qu'il ne faut pas dire? Ils mettent des panneaux. Excusez-moi! Vous êtes prêts pour la photo? Ouais. Elle vient de chier, elle a chié. Ne fous pas sur mon froc. Ah, c'est vert, c'est bizarre. Ça pue, non? Ah, ça sent mauvais. Allez, dégage. Allez. Tu l'as eu? Allez, salaud! Alors Jean-Loup, maintenant tu as eu la gentillesse de nous accueillir ici chez toi. Oui, c'est ça, Noyant, près de Saumur, dans le Maine. Pierre Rousselénin est avec nous et vous allez le voir, il a des informations à nous donner. Jeanne, hier, c'était très riche. Il allait à la chasse, monté sur un bœuf, accompagné par une meute de cochons dressés. Qui c'est qui a fait cette connerie, là? C'est moi, ça. Ah bon, d'accord. Marie-Laure, si tu veux parler, tu parles à Dédé. Marie-Laure, ferme sa gueule pour le moment. Marie-Laure. Jean-Loup, nous sommes ici chez toi maintenant. Oui, c'est ça, Noyant, près de Saumur, dans le Maine-et-Loire, où j'ai mes 5 chevaux. Eh bien, si on s'est déplacé jusqu'ici, c'est parce qu'on voulait tous savoir, Jean-Loup. C'est bon, tu vas où, Jacques? Voilà. Ah ça va mal finir. Hein. Oh mon Dieu. Ça tourne, hein. Bonjour, cette semaine on va s'envoyer en l'air, mais ne vous méprenez pas parce que c'est dans l'espace que je vous emmène avec Claudie André Deshaies. Claudie, on peut la recommencer? Ce pot a la particularité d'être tronconique. Alors, c'est le genre de pot dans lequel on peut mettre... Des poubelles. Non, pas du tout. On met un peu de terre, là, jusque-là. Et ensuite, la particularité de ce pot, c'est de pouvoir recevoir également ces choses qui poussent, vous savez, qu'on appelle des plantes. Et puis, il y a des choses qui appellent des fleurs. Il est vendu à 24,75 francs. Oh, alors, donné, on peut nous écrire au Jardin des Bêtes, car nous, dans notre jardin, nous avons le pot, mais nous mettons des bêtes dedans. C'est-à-dire que le pot est plein de bêtes. Pardon, excusez-moi. Ok, ça tourne. I want, I love you. Jean-Loup, on est maintenant chez toi. Oui, c'est ça, Noyant, près de Saumur, dans le Maine-et-Loire. Claudie André Deshaies est en effet la première cosmonaute française qui partira à bord de la station Mir pendant une quinzaine de jours avec un équipage franco-russe. Que va-t-elle y faire? Eh bien, il y a le téléphone. Et nous allons faire un petit tour en 2 minutes des animaux dans les films de Walt Disney. Enfin, pas tous, malheureusement, il y en a trop. J'avais pas vu. Il est chaud comme ça. Elle est con. Notre invité sera une personnalité du WWF, mais tout de suite nous allons commencer par les chiens. J'ai une mouche sur la tête. Par les chiens sacrés, les chiens sacrés. Chez les petits lapins. Pas mal de contrastés. Et des contrastés. Avec les petites taches. Des contrastés avec le café là. Arrêtez de me faire rire. Oh. Ils sont belles pour leur écouter. Allez, on y va. Le kaléidoscope. Pardon. Il y a des poussillons avec, on va profiter. Attends, j'ai mal au sternum. Ça tourne. Bonjour, cette semaine on va s'envoyer en l'air.
revenons aux choses sérieuses, un peu plus sérieuses avec Paul de la Panouse. Vous aimez les animaux et vous aimez leurs symboles. Là, on est à côté, par exemple, des flamants roses. Est-ce que, par exemple, c'est un animal, justement, qui a un symbole dans l'histoire? Il a très peu de force symbolique, peut-être parce qu'il n'accepte pas d'être touché. Or, pour l'homme, apprivoiser un animal, avoir contact avec un animal, le sens de toucher est très important pour nous. Les flamants roses, il peut y en avoir 100 000 ensemble au lac Nakuru. Si par accident, il y en a un qui touche l'autre, hop, immédiatement, tout le monde se rétablit pour laisser cette distance minimum de 2 cm qui est infranchissable. On ne se touche pas chez les flamants roses. De tout temps, l'animal a vraiment été un symbole pour l'homme. L'homme a récupéré tout le monde animal en oubliant souvent qu'il y a l'animal aussi qui est en lui et que beaucoup de nos comportements viennent du monde animal. Si on fait plus large qu'on est, ça appartient à tout le monde animal. On n'a pas seulement une morphologie, une physiologie d'animal, mais qui vient des animaux, mais on a aussi des comportements qui remontent très loin dans le monde animal. Alors la symbolique des animaux, il y a des animaux qui sont constants partout, point de vue symbolique. Le lion est toujours, dans toutes les civilisations, parmi les animaux les plus admirés, les plus redoutés. C'est le contraire du flamant rose, on s'identifie plus facilement au lion qu'au tigre, qui est pourtant plus puissant, parce que la crinière du lion lui aplatit la face. Tous les animaux ont une symbolique. L'animal, je crois, pour revenir au flamant rose, qui est quand même un oiseau, mais la symbolique, une des plus fortes qu'on a illustrée dans le parc de Pau, c'est le fait que le serpent devient oiseau. Dans toutes les civilisations, le serpent qui est le symbole de l'inconscient, qui n'a pas qu'un symbole négatif. La caducée du médecin, du vétérinaire, Pierre Rousseau, là, il a comme signe sur sa clinique le serpent. Le pharmacien aussi. Mais le serpent devient oiseau, c'est dans toutes les civilisations. C'est le serpent à plumes, c'est chez les pharaons le faucon, sur la couronne des pharaons, le faucon et le cobra. Et d'ailleurs, à ce sujet, le dragon des eaux qui devient dragon du ciel, le dragon des nuages, et à Peaugres, avec le labyrinthe à miroir, j'ai voulu illustrer ce symbole qui est très fort. Et les gens se perdent dans un labyrinthe à miroir, où par moments les miroirs deviennent translucides et les reflets des crocodiles, des serpents se mélangent avec le reflet des visiteurs répétés à l'infini. Et à la fin, on débouche sur la terrasse avec une statue d'Icare qui rappelle que les premiers hommes se sont envolés pas loin d'ici, près d'Annonay, les frères Montgolfier. Et il y a cette récupération du monde animal. Le serpent, devenant oiseau, c'est le monde entier. Par contre, il y a des différences. C'est le renard du Moyen-Âge, dans le roman de Renard, le rusé qui roule tous les autres animaux, qui oblige le loup à tremper la queue. J'allais vous dire que vous êtes complètement intarissable sur le sujet, hein. Vous êtes vraiment un passionné et on l'aura tous compris ici. Simplement, il y a un sujet qui nous attend et qui est important, qui va vous toucher aussi. Oui. Il y a beaucoup d'animaux sauvages qu'on achète et ensuite qu'on abandonne. Et bien heureusement, il y a des refuges. En voici un en particulier, le refuge de l'Arche. Le refuge de l'Arche a pour but de recueillir les animaux en perdition, je dirais autres que les chiens et chats parce qu'on ne peut pas tout faire. Alors vous savez que Gugus, c'est le plus vieux des animaux du refuge. Il a presque 30 ans. C'est un grand-père, et d'ailleurs quand on voit sa bouche, il n'a plus de dents. Aujourd'hui nous avons donc à peu près 800 animaux qui vont du canari au lion en passant par des tigres, des panthères, une centaine de singes, des perroquets, beaucoup d'oiseaux de la région. Gina. Bonjour ma grosse mère. Alors Gina est une tigresse que nous avons récupérée il y a 2 ans. Elle était chez une personne qui l'avait achetée toute petite pour pouvoir la promener dans les rues de son village et se faire remarquer. Et puis la tigresse a grandi et la personne s'en est désintéressée. Les animaux qu'on rencontre au refuge de l'Arche ont des provenances très diverses. Ça peut être le lapin nain qu'on a offert à l'enfant de la famille. Ça peut être le mouton ou la chèvre qu'on a acheté croyant remplacer la tondeuse à gazon dans la résidence secondaire. Ça peut être le singe qu'on a adopté tout simplement parce qu'on pensait que la vie serait la même que celle d'un enfant. Et puis, au bout de quelques temps, on se rend compte que ça n'est pas si simple d'avoir un animal à la maison, alors on s'en sépare. Chaque fois que nous le pouvons, les animaux sont relâchés dans la nature, lorsqu'il s'agit évidemment des espèces locales. Mais il est évident que l'animal qui reste handicapé, il faut le prendre en charge.
Et là, nous sommes obligés de les conserver donc dans les structures du refuge. Il s'agit aussi des animaux qui sont arrivés bébés et que nous avons été obligés de nourrir. Et donc le contact trop fréquent avec ces animaux ne permet pas de les replacer dans leur milieu naturel. Autrement, évidemment, les animaux exotiques qui ont vécu des années chez les particuliers et qui arrivent là, et évidemment, ces animaux ne peuvent pas être réenvoyés dans leur pays d'origine. C'est pour ça que le refuge existe aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Vous trouvez un oiseau là, sur le bord de la route? Oui. Je sais pas c'est quoi. Ah, c'est un petit rapace qu'on appelle le faucon cristal. Il a dû être heurté par une voiture parce qu'il a la tête bien abîmée. Hein. Oh là là. Le refuge de l'Arche, c'est à la fois un village pour les animaux, bien sûr, avec des secteurs particuliers, avec une partie nurserie lorsque c'est un bébé qui arrive, une infirmerie pour l'animal qui arrive blessé, et puis il y a des étapes quelquefois d'adaptation lorsqu'on veut par exemple mettre un individu dans un groupe d'animaux. Là, il faut procéder par étapes et c'est d'abord un contact avec les hommes qui s'en occupent et puis on approche cet animal du lieu où il va rencontrer des congénères. Ça peut être quelquefois très long. On a des contacts, c'est vrai, avec ces animaux-là, mais je dis toujours que nous ne cherchons pas à les apprivoiser, à les domestiquer et lorsqu'il y a un contact, finalement, c'est l'animal qui choisit de venir vers nous. Mais nous ne leur imposons jamais notre présence. Nous terminons notre visite auprès des orang-outans et avec ce bébé orang-outan qui est un petit peu un symbole parce que je crois que dans ce parc, Paul, vous essayez d'avoir des espèces rares et de les reproduire surtout. Oui, toutes les équipes de soigneurs, Claude Barre, Christelle Vito, la vétérinaire, c'est vraiment pour nous un objectif fondamental. Mais il ne faut pas oublier que chaque forme de vie, du moment qu'elle vit, est parfaite. Donc pour nous, il n'y a pas un animal plus important qu'un autre. Mais il faut dire qu'à pour l'arrivée du petit Robin, la première fois qu'un orang-outan de Sumatra naît en France, on était tous fiers comme ardemment. C'était là, sûr. Claude, vous nous énumérez quelques espèces dont vous êtes fiers dans ce parc, des espèces rares, des choses très difficiles à voir. Des espèces rares, bon, vous avez l'oryx d'Arabie, dans les antilopes. Bon, vous avez les éléphants d'Afrique, panthères des neiges, les guépards, entre autres, qui sont les makivari qui sont juste à côté, qui sont des espèces rares. Et les petits pandas et les ouistiti. Et les ouistiti. Et là aussi, il y a eu une naissance. Il y a eu une naissance. Ah, c'est formidable. Alors, est-ce que le propre justement d'un parc zoologique, c'est cette éthique d'avoir toujours une sélection, une reproduction, garder les animaux à la fois dans leur génétique parfaite et à la fois de les conserver tout simplement? Il y a deux objectifs. Il y a l'élevage, qui est justement de les reproduire, de les conserver, parce que malheureusement, en milieu naturel, ils disparaissent. Mais il y a aussi être un lieu, un théâtre de la nature où les hommes rencontrent les animaux. Ici, le Pogre est un théâtre de la nature. Le décor est vivant, ce sont les arbres. Et ils participent d'ailleurs à la vie des animaux, parce quand on se promène dans un parc, les antilopes ont des grandes plaines. Pour les ours, monter aux arbres, pour les singes, monter aux arbres est très important. Je veux dire que c'est un théâtre et nous en faisons partie. Alors, il y a plusieurs manières de connaître les animaux. Des émissions permet de rentrer dans la vie intime des animaux, tu parles d'eux. Et c'est très important pour nous les hommes, je pense aujourd'hui plus que jamais, de connaître les animaux, leur comportement, et tous les moyens sont bons. Les livres, les télévisions, mais l'acte d'aller se promener est essentiel. C'est un acte de vie et on est acteur. Entre les orang-outans et les mandrilles, je me sens primate. Est-ce qu'il y a des moments de découragement? Non, ça va, ça se passe toujours bien ou... Alors, la vie est faite quelquefois d'épreuves. Il y a les naissances, il y a les morts, il y a... mais ça, c'est le jeu de la vie. C'est le jeu de la vie. Et l'animal qui dort en nous est beaucoup plus lié qu'on ne le pense à tous ceux qui nous entourent. Eh bien, il y a des animaux qui dorment. Je ne sais pas, venez nous voir parce que là maintenant, bien sûr, l'émission se termine. Nous avons été très heureux de passer une heure avec vous. J'espère que cette 200e ne vous aura pas déçu. Nous n'allons pas nous retrouver la semaine prochaine pour cause de tennis. Alors, on vous dit tous, allez, au revoir et à dans 15 jours.
Thank you.